Oui, Quentin, j'allais vous voler votre partie, dis donc. Mais donc, je vous écoute. Cette estimation serait à prendre au sérieux au vu de la source? Oui, effectivement, puisqu'une annonce vient de la BBC et de cet homme, Tony Radakin, le chef de l'état-major britannique. L'amiral est convaincu que les forces ukrainiennes viendront à bout de l'armée russe. Pourquoi ? Parce que selon lui, vous l'avez dit, eh bien, la Russie a perdu près de 30% de son efficacité en combat terrestre. Alors, dans le détail, le haut gradé précise quelques chiffres. La Russie aurait perdu près de 50 000 soldats depuis le début de la guerre, soit morts, soit blessés, donc plus aptes au combat. Des pertes colossales également sur le plan matériel. Toujours selon Tony Radakin, plus de 4 000 véhicules blindés auraient été détruits par les forces ukrainiennes et notamment plus de 1700 tanks. Des tanks qui, pour certains spécialistes, sont le talon d'Achille de l'armée russe. Conçus en pleine guerre froide, ils ne sont pas ou peu dotés de systèmes de défense contre les missiles, ce qui en fait une cible facile pour les forces ukrainiennes qui auraient également détruit plus de 900 pièces d'artillerie lourde russe, 219 avions, mais également des hélicoptères ou encore des drones. Et la Russie envisage-t-elle de renflouer encore ses capacités ? Oui, Amélie, le meilleur exemple, c'est cette campagne de recrutement de soldats russes lancée ces dernières semaines dans le pays. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. Un appel aux 85 territoires, aux républiques de la Fédération de Russie. Chacune d'entre elles devra fournir au moins 400 hommes, selon les objectifs minimums instaurés par le Kremlin. Si on multiplie, la multiplication est simple. Cela fait donc au moins 34 000 nouveaux soldats russes sur le terrain de la guerre en Ukraine. Un chiffre qui ne comblerait donc pas les pertes estimées par les Britanniques. Merci beaucoup, Quentin, pour la présentation des explications générales. J'allais dire très simplement à quel point c'est beaucoup, à quel point ces chiffres doivent nous marquer. Oui, alors on parle des 30%. Oui. À mon avis, c'est les 30% de la capacité engagée dans l'opération. Ce n'est pas de l'armée russe. Total. Vous voyez, l'armée russe, c'est quand même beaucoup plus vaste que ce qui est sur le terrain. Maintenant, 30% d'une capacité opérationnelle, pour nous, c'est absence de capacité opérationnelle. Dans nos armées occidentales, quand vous arrivez à 30% de pertes, que ce soit mort ou blessé, vous dites que votre unité n'est plus opérationnelle. C'est aussi clair que ça. Donc, c'est très important. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, comment on les calcule et tout, c'est toujours très compliqué. D'autant que dans les blessés, il y a des blessés qui repartent au combat. On a des indications de blessés de l'infanterie qui sont passés dans l'artillerie, qui ont été utilisés. Au passage, ça montre le manque de personnel qu'il y a. Le deuxième point, ce que je citais tout à l'heure, le fait que dans les axes d'attaque, aujourd'hui, les fronts soient beaucoup réduits, veut dire qu'il y a un manque de personnel. C'est une évidence. Et puis, tous les éléments que nous avons sur le recrutement, les primes versées, l'âge. Mais dès le départ, le président Poutine s'est préoccupé du problème humain en parlant, je crois, 2 jours après l'attaque, en parlant des primes qui allaient être augmentées, etc. Ça prouve qu'il y a un vrai problème dans l'armée russe aujourd'hui. Alors Bruno Tertrais, quand vous disiez tout à l'heure prudence, derrière les déclarations, il y a d'autres réalités. Est-ce qu'on vient de le démontrer en chiffres, en effet, qu'il y a une réalité beaucoup plus fébrile du côté russe ? Écoutez, évidemment, je suis totalement d'accord avec ce que disait Dominique Trinquant à l'instant. Quand vous avez perdu 30%, vous avez perdu beaucoup plus que 30%. Parce que ce n'est pas un récipient et qui vous permet encore de vous battre avec les 10% qui restent. Une unité, ça, le général le sait bien, ça a une cohérence. Et donc, quand il y a des éléments clés qui ne sont plus là, c'est toute l'unité qui en souffre. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans cette déclaration britannique, les Britanniques ont beaucoup communiqué. Il y a quasiment tous les jours un tweet des services de renseignement britanniques qui sont à peu près cohérents avec ce que disent les Ukrainiens. Pas toujours parfaitement, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que... on peut toujours dire que la Grande-Bretagne fait de la propagande, si vous voulez, mais enfin, en tout cas, c'est un élément qui est quand même, à mon avis, qui a une certaine crédibilité. On ne s'avance pas sur ce genre de chiffres quand on n'a pas un minimum d'éléments qui permettent de, en gros, dire que là, c'est quelque chose de... un seuil qui est à peu près celui qui est mentionné. Alors, c'est phénoménal. Dans n'importe quelle opération occidentale, si on en était là, ça serait considéré comme une défaite. Et vous auriez les opinions publiques, les parlements, qui se diraient « mais attendez, il faut arrêter, c'est terminé ». Pourquoi ? Parce que ça ne s'est pas fait en 4 ans, ça s'est fait en 4 mois. Et c'est en cela que c'est phénoménal. Littéralement, même si on est à 28%, peu importe, c'est de façon énorme. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est ce souhait d'avoir,
répartir le recrutement sur l'ensemble du territoire de la fédération. Pourquoi ? Parce que, comme je l'évoquais à l'instant tout à l'heure, l'essentiel des forces de combat, jusqu'à présent, elles viennent du Caucase et de Sibérie, de régions assez pauvres, dans lesquelles... Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est spécifique à la Russie. Vous savez, aux États-Unis, très souvent, les combattants viennent de régions pauvres, du Sud. Pendant la guerre du Vietnam, par exemple, il y avait énormément de Noirs qui se sont engagés. Voilà, c'est pas... Mais là, vraiment, on est dans une situation dans laquelle ça ne suffit pas. Ces deux réservoirs de soldats traditionnels, le Caucase et la Sibérie. La Sibérie, c'est pas l'Extrême-Orient. En France, on parle parfois de la Sibérie comme l'Extrême-Orient russe, mais c'est plutôt au centre du pays. Visiblement, ça ne suffit pas. Et il y a ce souhait d'avoir vraiment recours à quelque chose qui, dans les faits, pas dans le droit, mais dans les faits, ressemble à une forme de mobilisation nationale. Ça ne peut pas être une mobilisation. Alors, je serais content d'entendre Alexandre là-dessus. Ça ne peut pas être une mobilisation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. Oui, donc ça ne peut pas être une mobilisation. S'il dit mobilisation générale, ça veut dire qu'il a menti à sa population. Et donc... Mais, je dis bien dans les faits, non pas dans le droit, c'est quand même une volonté de voir l'ensemble des composantes de la nation, de la fédération, participer à cet effort, non pas de guerre, mais d'opération spéciale. Et donc, Alexandre Melnik. J'adhère complètement à vos propos, évidemment. Donc, mais je fais confiance aussi aux sources d'information britanniques, parce que les Britanniques, les services de renseignement britanniques et américains sont souvent à une longueur d'avance. Mais pourquoi d'ailleurs ? Parce que peut-être ils s'avancent plus rapidement, de façon plus courageuse, c'est-à-dire ils acceptent aussi le droit à l'erreur. Donc, c'est un souhait de communiquer. En France, nous avons guère de souhaits, à tort ou à raison, nous communiquons très peu pour les autres. Voilà, c'est un choix qui a été fait. Les Britanniques ont fait le choix de communiquer énormément. Et d'ailleurs, cette guerre prouve qu'aujourd'hui, les services de renseignement doivent aussi communiquer. Ils ne peuvent pas rester comme ça à l'écart du monde dans lequel nous vivons. Mais juste un mot. Oui, donc sur la Russie qui... Pardon, en fait, Vladimir Poutine sort le carnet de chèques, il sort les roubles pour essayer aussi, parce que c'est pas qu'on appelle à la population, hein. On propose des contrats aux gens pour maintenant s'enrôler dans cette opération spéciale, entre guillemets. La Russie n'a pas les moyens de proposer des salaires aussi faramineux. Non, mais des contrats souvent de 6 mois qui proposent des salaires attractifs, c'est ce que je suis en train de lire, de 220 000 à 350 000 roubles par mois. Ça, c'est du bluff, complètement du bluff. Et de toute façon, peut-être vous avez vu le personnage qui avait annoncé à la télé. Est-ce que ça donne cette mesure ? Est-ce que ça donne vraiment envie de s'engager ? Donc, alors là, je crois que c'est plutôt le contraire. Mais enfin, bref, c'est une petite parenthèse. Mais sur le fond, je dirais que l'armée russe régulière, on est bien d'accord, on parle de l'armée russe régulière, manque terriblement, singulièrement, dramatiquement d'effectifs. Évidemment. Et cette armée a du mal à recruter. D'où l'appel Wagner, etc. Les Tchétchènes. Mais ce problème, je veux dire, un manque d'effectifs pourrait être réglé très facilement. C'est-à-dire, il faudrait annoncer la mobilisation générale. Mais annoncer la mobilisation générale, c'est-à-dire Poutine accepte son erreur, finalement. Il prononçait le mot guerre. Dans un pays qui est traumatisé par la Deuxième Guerre mondiale, qui a perdu 30 millions de soviétiques à l'époque, quasiment chaque foyer, chaque famille a été touchée par la mort, eh bien, c'est un mot extrêmement fort dans l'imaginaire russe. Il faut changer complètement de narratif. Et là, c'est le risque de faire basculer l'opinion publique russe, qui est déjà assez fluctuante, comme nous avons vu à travers les derniers sondages. Alla Lazareva, est-ce que moralement aussi, du côté des Ukrainiens, vous peut-être parfois, vous tenez le coup, et passez-moi l'expression, en voyant établir ainsi aussi les fragilités russes? Est-ce que ça vous aide à vous dire, voilà, ils ne sont pas si forts qu'ils auraient pu l'espérer, ce n'est pas le rouleau compresseur qu'ils avaient annoncé, ça doit nous aider à tenir, ça doit nous laisser entrevoir l'espoir? Mais dès le début, on était absolument sûr qu'ils ne sont pas si forts qu'ils le disaient, tout simplement parce que la guerre, elle dure depuis 8 ans. Donc depuis 2014, on a déjà vu leurs faiblesses et on a déjà appris à les combattre. Et quand l'agression en grande ampleur est commencée, effectivement, on savait très bien qu'en face de nous, c'est un pays qui n'investissait pas dans les hôpitaux, qui n'investissait pas dans les autoroutes, ni dans les écoles, mais dans l'arme, essentiellement dans l'arme et dans la communication aussi.
Donc on savait très bien que, voilà, qu'ils ont un certain potentiel, mais qu'ils ne sont pas si puissants que ça. Donc on n'a pas peur d'eux, si vous voyez. On est obligé de se défendre, c'est difficile, c'est dur, on perd les gens, on pleure tous les jours parce que, bon, il y a beaucoup de tragédies dans la vie ukrainienne, il y a beaucoup de civils qu'on perd, il y a un enfant de Vinnytsia, quand on regarde l'enterrement, c'est impossible de regarder tranquillement. Mais avec ceci, ça ne nous écrase pas, vous voyez. Donc on est dans la résistance, tout simplement décidé, très, très déterminé. Et quand on voit qu'ils perdent les gens sans aucun état d'âme, on se dit, tant mieux, alors, il y aura encore moins à combattre et c'est tout, quoi. On ne doute pas que tôt ou tard, on va gagner. On ne sait pas par quel prix. Et donc, tous les jours, on se pose la question de savoir si Vladimir Poutine va avoir les moyens de son... en gros, vous n'avez rien vu qu'il a encore lancé à l'Occident là récemment. Alors, je vous entends tous, mais en même temps, j'entends aussi Emmanuel Macron le 14 juillet, qui dit, avec beaucoup d'assurance, que l'été et l'automne seront difficiles. Donc c'est quand même qu'il a, à minima, les informations selon lesquelles la Russie a quand même la force de promettre des mois compliqués à l'Ukraine. Alors, juste 2 points. Le président Poutine, ça n'est pas à nous qu'il s'adressait, mais à la Douma. Bien sûr, mais il prend à partie l'Occident. Oui, mais moi, je pense que son langage s'adressait surtout à la Douma. C'est-à-dire, nous sommes forts, nous allons continuer, etc. Le plan se déroule comme d'habitude. Enfin, c'est toujours le même langage. Et donc, en revanche, sur le fait que le président français annonce un été et des mois difficiles. Oui, alors en revanche, mais ça rejoint un peu ce que disait Bruno Tertrais, ce que je disais. On va voir dans les semaines qui viennent. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de dire, ça y est, les Ukrainiens vont contre-attaquer. Si vous voulez, 1 million de soldats, c'est très bien d'avoir 1 million de soldats, mais il faut avoir l'armement qui va avec. Il faut avoir l'entraînement qui va avec. Ça veut dire qu'il y a des ressources humaines en Ukraine, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables aujourd'hui d'avoir tout l'armement qui les amène au niveau de contre-attaque. Les Russes, de l'autre côté, ont des difficultés des ressources humaines, certes, mais ils ont un stock de matériel parfois ancien, certes, mais ils ont un stock de matériel absolument incroyable. Donc cette balance est difficile à évaluer maintenant, et je comprends le président Macron qui dit l'été et l'automne vont être difficiles parce qu'on n'a pas les résultats des courses. Là. Je me permets, parce que vous avez tous les deux évoqué le chiffre de 1 million, je vais juste citer la source, comme on dit. C'est Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, qui a dit ces derniers jours « 1 million de personnes sont prêtes à se battre pour reprendre le sud de l'Ukraine. Nous avons environ 700 000 hommes dans les forces armées, et quand vous ajoutez la garde nationale, la police et les gardes frontières, nous sommes environ 1 million. » Et derrière tout ça, il y a la promesse d'une grande contre-offensive dans les territoires occupés. Ce détail est effectivement intéressant, mais ce total ne veut pas dire grand-chose. Le chiffre est impressionnant, mais en soi, le total ne veut pas dire grand-chose. On peut additionner des policiers et des gardes frontières. Ça ne fait pas une unité capable de reprendre un pont ou une route. Je reviens sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Oui. Pour moi, ce qu'elle dit, je ne pense pas que ce soit basé sur un renseignement particulièrement précis. Je pense que ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas d'éléments aujourd'hui qui nous permettraient de dire qu'il va y avoir une percée, quelque chose de décisif pendant l'été ou pendant l'automne. Donc cela veut dire que par définition, puisque nous soutenons l'Ukraine et souhaitons la victoire de l'Ukraine, que ça va être difficile. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu dire, c'est ne vous attendez pas, enfin nous ne voyons pas, nous n'avons pas de raison objective basée sur le coup, là, sur nos analyses militaires, de penser qu'il y aura vraiment quelque chose de décisif. Ça rejoint l'analyse de ceux que certains d'entre nous, dont moi, je faisais il y a déjà 3 mois, 2 mois plutôt, en disant que ça durera probablement, malheureusement, jusqu'en 2023-2024.